J'aurais envie aussi de dire merci Claudio Rabec parce qu'il a jeté un petit peu les bases de troubles qui vont arriver et qui vont être précisés lors du prochain congrès sommeil et de pneumologie de langue française. Nous sommes à un tournant un petit peu des reconsidérations sur les apnées du sommeil. Or, les apnées du sommeil font partie intégrante du tableau clinique de Comisa. Et donc, c'est une présentation plutôt modeste de terrain d'un pneumologue. D'ailleurs, on peut se demander ce qu'un pneumologue vient faire dans les troubles du sommeil qui associent apnée et insomnie. Mais il est vrai que lorsqu'on se tourne vers les neurologues, les psychiatres ou les neuropsychiatres, on n'a pas forcément une réponse adéquate pour la prise en charge des patients. Alors, je vais vous présenter le dossier d'un patient qui est arrivé pour suspicion d'apnée du sommeil. C'est souvent pour cela d'ailleurs qu'ils sont adressés. On a l'impression que le sujet est bien connu et peut-être le seul connu de bon nombre de correspondants, donc souvent peu ou pas de signes cliniques. Et pourtant, on s'aperçoit dans les antécédents et dans les traitements qu'a priori la chose va peut-être pas être aussi facile qu'il n'y paraît. Donc le patient, on va l'interroger, on va l'écouter, il va être examiné. Et au bout d'un moment, en l'écoutant parler, même si l'esprit est toujours présent et l'oreille toujours présente, mon regard se tourne plutôt vers l'agenda de sommeil. L'agenda de sommeil, c'est un élément objectif incontournable de la prise en charge des troubles du sommeil. Tout médecin qui s'intéresse au sommeil doit absolument utiliser cet outil qui est très pertinent. Et en l'occurrence, chez ce patient, on va retrouver... Ça marche pas terrible. Des problèmes à l'endormissement, des latences d'endormissement qui sont assez longues et récurrentes. On remarque tout de suite qu'il a des mises au lit très irrégulières et très tardives, que son sommeil est fragmenté, que ce soit par des petits éveils ou par des éveils plus prolongés, avec des sorties des entrées de lit qui laissent suggérer qu'il y a a priori des comportements peut-être inadaptés durant son sommeil. On a un patient qui n'arrive pas à dormir, mais qui va pousser son sommeil dès qu'il le peut, très tard dans la matinée suivante. Et on va retrouver des plaintes de somnolence et des siestes inappropriées, dispersées dans la journée pour essayer de compenser cette somnolence. Alors, à ce stade de la consultation, on utilise les outils que vous connaissez tous, la plainte d'insomnie qui est associée à un score EASI de 20. Le patient a donc exprimé des difficultés à l'endormissement, des difficultés au maintien de sommeil. Les scores de dépression sont également positifs sur le PICHO et sur l'HAD. Il faut retenir qu'il a une typologie circadienne du soir, donc c'est un patient qui naturellement est couche-tard, lève-tard, qu'il a des fonctions très importantes, pas loin de chez moi, dans une centrale nucléaire, et que s'il est somnolent, ça peut poser problème. Et pour l'instant, il n'y a pas de risque puisqu'il est en arrêt de travail pour harcèlement depuis quelques années. Mais finalement, lorsqu'on l'écoute, il a également des plaintes de ronflement. Alors il dort seul, mais les ronflements sont connus de par sa famille. Et des répercussions inévitables, que ce soit du côté du SAS potentiellement, du côté de l'insomnie, de fatigabilité et de somnolence, et donc des signes en journée. À ce niveau, le diagnostic qui doit être évoqué, c'est une association entre ces apnées du sommeil et l'insomnie, et donc ce qu'on appelle un COMISA. Alors le COMISA, le professeur Vecchiarini vous l'a un petit peu annoncé sur l'insomnie en termes de prévalence, une prévalence qui globalement est de 14%, une prédominance féminine, une forte consommation également dans les études que l'on a d'hypnotique qui est un peu corrélée à cette pathologie. Du côté de l'apnée du sommeil, n'oublions pas un peu la métaphore de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on a probablement encore du travail à faire pour dépister les gens. Cependant, avec les nouvelles recommandations, on va peut-être aussi arrêter d'appareiller la terre entière et peut-être faire des distinguos, notamment lorsque les patients n'auront pas de signes cliniques. Ce n'est pas évident qu'il soit utile de les appareiller. Le problème, c'est que ces patients qui ont des apnées du sommeil, lorsqu'on les interroge, ils vont avoir dans 30 à 50% des cas des plaintes qui relèvent de l'insomnie. Inversement, ces patientes et patients qui ont des plaintes d'insomnie vont avoir également des plaintes du côté de l'apnée du sommeil et que potentiellement, notamment ce ronflement ou des pauses respiratoires. Alors, ce qui est important à retenir en pratique clinique, c'est que cette association, ce COMISA, il faut y penser, c'est une association très fréquente et que la relation est bidirectionnelle. Dès que vous avez quelqu'un qui
a priori, est porteur peut-être de symptômes d'apnée du sommeil, il faut fouiller du côté de l'insomnie et du côté de l'insomnie, essayer de rechercher des troubles qui peuvent traduire l'existence de phénomènes obstructifs des voies aériennes nocturnes. Alors la fréquence, la prévalence, on l'a vu. Qu'en est-il des symptômes? Il y avait quelques années, on avait fait un travail de thèse pour voir un petit peu comment corréler les outils que nous utilisons tous par rapport aux plaintes des patients. Pour les principales, sur un groupe d'une centaine de patients BPCO sévères, les patients exprimaient de la somnolence dans 89% des cas, et pourtant, lorsque l'on utilise l'échelle d'Epworth, elle était tout juste significative. La fatigue, pareil, elle est exprimée, qu'elle soit matinale ou chronique, indépendante des changements de rythme ou des vacances ou des choses comme ça, mais le score de Pichot dont parlait Henri, finalement, n'était pas du tout significatif et même très loin du seuil. Les ronflements étaient finalement le signe le plus fréquent, le mieux évalué par les compagnes de nos patients. Et donc la conclusion était que finalement, il faut bien écouter ce que les patients expriment et avoir peu ou pas confiance en ce que les outils nous donnent, parce que l'association n'est pas bonne, les outils ne sont pas bons, ne sont pas forcément pertinents, c'est pas moi qui le dis, c'est retrouvé en accord avec les données de la littérature. Et vous verrez lors des prochaines recommandations que la somnolence, notamment lorsqu'elle est sévère, reste un facteur de risque cardiovasculaire important. Et pourtant, cette somnolence n'est pas systématiquement présente, même chez des patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil sévères. Et donc, ça peut poser problème sur l'indication thérapeutique. Alors, du côté de l'insomnie, n'étant pas psychiatre ou neurologue, je dirais qu'on va essayer, à travers le discours du patient, de retrouver des plaintes plus typées troubles de l'humeur, savoir si c'est une insomnie primaire ou secondaire. Le risque de dépression est présent, que ce soit parce qu'on focalise sur les troubles du sommeil en devenir anxieux et dépressif, ou inversement, parce qu'il y a un trouble de l'humeur, une anxiété-dépression qui va fournir de l'insomnie secondairement. Mais essayer de retrouver des ruminations, des cogitations, enfin tous des symptômes plutôt du côté cognitif et psychiatrique. Tester tout de suite un petit peu les croyances et les fausses croyances que vont avoir ces patients et qui vont conduire à de très mauvaises et très fréquentes habitudes, pérennisant un petit peu le cercle vicieux de l'insomnie tel qu'on le connaît. Qu'en est-il des risques? Vous connaissez cette diapo, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai pris, modulé, vous l'avez vu, vous l'avez entendu à travers des congrès, lu dans des publications, ce risque majeur cardiovasculaire que représente l'apnée du sommeil, qui est chiffré en termes d'hypertension artérielle, en termes d'hypertension artérielle résistante, en termes de risque cardiovasculaire global, associant une augmentation de la mortalité, notamment dans les SAS les plus sévères basés sur l'IH, le risque de perturbation des différentes composantes du syndrome métabolique et ensuite du développement d'un diabète, le risque neurologique d'AVC dont notre collègue nous a parlé pour les personnes les plus âgées dans la session précédente. Alors, tout ça, bien entendu, c'est ce que le professeur Trepp-Fitzur a appelé le grand chantier du sommeil à venir, ce que notre caisse de sécurité sociale aurait pu appeler plutôt le grand bazar. Parce que, effectivement, et pour le citer, alors que l'on a longtemps pensé que le SAS était un facteur de risque cardiovasculaire, cette idée s'évapore depuis 2014. Les cohortes de patients chez qui on a observé cette association ont grandi, bénéficié d'un suivi plus long d'adaptation et d'ajustement statistique qui fait que l'association SAS risque cardiovasculaire en ce jour semble plus faible ou a carrément disparu. Article qui a été publié il y a quelques semaines dans le quotidien du médecin. Qu'en est-il du côté de l'insomnie? Là encore, c'est une diapo que vous avez probablement vue. Le risque, il est aussi cardiovasculaire, un risque d'hypertension artérielle qui est surtout prédominant chez les courts dormeurs avec un temps de sommeil qui est inférieur à 6 heures. Les risques métaboliques, les risques psychologiques. Donc il y aurait des risques importants cardiovasculaires pour l'insomnie, pour le SAS. Il n'y a plus qu'à faire une addition puisque ce COMISA est une addition de deux pathologies à risque et donc comme certaines études, certains suivis ont montré, comme la cohorte du Wisconsin, ces patients qui ont un COMISA ont une espérance de vie moins bonne, avec une survie cardiovasculaire moins bonne, et encore moins bonne que celle des SAS ou des insomniaques séparément.
Alors là encore, article récent que je vous conseille de lire, très facile à lire, très rapide et très très clair. Toujours le même trio de collègues du CHU d'Angers qui a regardé de plus près ce risque cardiovasculaire dans le Comisa. 273 études au départ, on retire celles qui sont mal faites, celles qui sont hors sujet, les mauvaises statistiques, et on arrive à 17 articles qui restent et qui ne permettent pas à ce jour d'affirmer un risque cardiovasculaire lié au Comisa. Il reste 5 études qui ont montré un lien entre l'hypertension artérielle, notamment lorsqu'elle est réfractaire ou sévère, et ce Comisa. Pour les autres études, elles n'ont rien prouvé du tout. Donc la question reste ouverte avec ses implications, notamment par le biais du traitement de l'apnée du sommeil, du rôle de la PPC et des traitements de cette apnée. Alors vous l'avez compris, un diagnostic qui n'est pas facile, qui est intriqué, une pathologie probablement à risque, il en reste des risques cardiovasculaires, mais qui va probablement être nettement revu à la baisse prochainement. Le diagnostic n'est pas polygraphique, il est polysomnographique, de façon incontournable. Ces patients ont un temps de sommeil qui est plus court, ont un sommeil fractionné. Ces patients vont avoir des éveils, vont avoir des comportements nocturnes, les capteurs vont bouger, c'est déjà parfois compliqué. On s'aperçoit qu'il y a peu à peu de sommeil paradoxal, beaucoup moins de sommeil profond. Et si vous passez sur une polygraphie, vous allez vous planter et sous-estimer la réalité, comme le disait le docteur Rabec, de la présence notamment des apnées du sommeil. Lorsque vous faites une polysomnographie, vous rapportez un index d'événements, un temps réel de sommeil, vous éliminez toutes les périodes d'éveil, et si vous ne le faites pas, vous sous-estimez le RDI d'à peu près 30% selon l'étude ESSADA. La polysomnographie permet de travailler sur un temps de sommeil réel, permet de travailler également sur des événements d'hypopnée avec micro-éveil. Si vous prenez cet exemple en polygraphie, vous avez une zone de limitation de débit, vous avez des ronflements. Vous n'avez pas de désynchronisation thoraco-abdominale, vous n'avez pas trop de désaturation. Donc en polygraphie, selon la SSM qui est maintenant couramment utilisée, que pouvez-vous coter? Rien. Si vous êtes en polysomnographie, vous allez détecter un micro-éveil. À ce moment-là, vous pouvez coter un événement obstructif, que ce soit un RERA ou une hypopnée obstructive, sachant que les RERA, dans les prochaines recommandations, et RERA ou RERIM vont être également de la sortie. Deuxième exemple, ici, vous avez une chute de débit, une modification de la forme du débit qui devient arrondi après une zone de ronflement, pas de désynchronisation thoraco-abdominale, pas de désaturation en polygraphie. Vous ne pouvez pas coter quelque chose selon la SSM. Si vous respectez encore les recommandations françaises qui datent, vous pouvez la coter éventuellement une hypopnée, indépendamment de la désaturation qui n'est pas présente. Si vous êtes en polysomnographie, vous allez capter les micro-éveils et rajouter un événement obstructif. Alors on va revenir à notre cas patient. Alors, comme attendu à la caméra, il fait parfois un peu n'importe quoi la nuit. Son sommeil est extrêmement léger, déficitaire en sommeil profond, une seule phase de REM. Le syndrome d'apnée est confirmé avec un index d'événements élevé de 75, une charge hypoxémique qui est particulièrement élevée. Qu'est-ce que l'on fait? Bon, moi, je suis pneumologue, donc je vais lui mettre une PPC. Je vais lui donner quelques conseils d'hygiène de sommeil vite fait, bien fait, qu'il n'entendra pas de toute façon parce qu'il est sous le choc de l'annonce de la PPC. Il est déjà un petit peu perdu et c'est parti, il rentre chez lui. Le traitement du SAS, on n'y revient pas, vous le connaissez. Le traitement de l'insomnie, je vais en parler un petit peu plus, ce qui complétera le topo précédent. Les TCCI de l'insomnie, ce sont le traitement de référence de l'insomnie, quels que soient les guidelines, sur des recommandations fortes, sur des méta-analyses. Comment ça se passe? Une évaluation initiale, quelques séances, 5 en moyenne, espacées dans le temps de 1 à 2 semaines ou un peu plus, ça dépend des équipes. Différentes techniques proposées, surtout une rééducation du sommeil avec une rectification des mauvaises habitudes et des mauvaises hygiènes veille-sommeil et un suivi de consolidation, et ça marche. Ça marche que ce soit en présentiel, en distanciel, on l'a vu pendant le Covid, ça marche en individuel et ça marche en groupe. Donc c'est très bien. Le problème pour nous Français en 2026, la réalité TCCI de l'insomnie, c'est qu'on manque de professionnels formés.
Il n'y a aucune prise en charge et remboursement par la sécurité sociale, qui est un frein majeur lorsqu'on voit le prix des séances, par exemple, non remboursé, qui tourne à 60 € chez un psychologue, par exemple. Pire encore, et c'est ce qui était pointé du doigt dans cette revue de la médecine du sommeil en 2025, des médecins ne croient pas que ça soit un traitement, ne croient pas en l'efficacité de cette TCC, ou carrément ne connaissent absolument pas la technique et le mot ne leur parle pas. Les Américains, la SSM a quand même ramené à la réalité de terrain. Vous savez que les Français sont les meilleurs prescripteurs d'hypnotiques au monde, les deuxièmes au niveau de la prescription de Stilnox derrière les Espagnols. Bientôt, on sera aussi les rois du monde pour le daridorexant. Donc c'est une réalité. C'est plus facile de prescrire un hypnotique qui est remboursé que de proposer une TCCI pour lequel on ne connaît pas le correspondant du coin. Donc les Américains ont réinséré un petit peu la position des hypnotiques, ont réaffirmé la position majeure et primordiale de la TCC de l'insomnie, mais ont quand même autorisé dans un certain nombre de cas, forme sévère ou métier de la sécurité à risque, pour une période déterminée, de prescrire un traitement médicamenteux. Alors le traitement du Covisa, vous l'avez compris, des apnées, de l'insomnie, on traite des deux côtés. La PPC ou le traitement de l'apnée d'abord, puis la TCCI ou l'inverse, ou les deux en même temps. À ce jour, en 2026, il n'y a pas de réponse au vu de la littérature, même si on sait que traiter l'insomnie améliore quand même la compliance et la durée d'utilisation de la PPC par les patients. Personnellement, je pense que c'est les deux à mettre en même temps, ensemble, ou alors commencer par traiter l'insomnie, sinon on va carrément dans le mur en général. On rappelle également qu'on va déjà dans le mur naturellement quand il n'y a pas de l'insomnie, que ce soit sur toutes les données médicales ou encore plus fiables, les données de la caisse de Sécu. C'est pas terrible. À 3 ans, la moitié des patients laissent tomber la PPC, autant pour leur test d'avancée mandibulaire et la TCCI, comme je l'ai dit. Alors là, c'est carrément le bide complet, elle n'est carrément pas prescrite. Alors on revient à mon patient, on lui a mis une PPC, quelques conseils d'hygiène qu'il n'a pas retenus, qu'il n'a pas écoutés. Et voilà le résultat quelques mois après. Alors une durée d'utilisation qui finalement n'est pas trop mauvaise, mais bon, un adulte, ça ne doit pas dormir 4 heures et 49 minutes. Une utilisation surtout qui est assez bordélique dans la journée, il fait ça un petit peu n'importe comment, un peu la nuit, un peu le jour, enfin comme ça lui prend. Le prestataire, lui, il passe son temps au domicile, il n'en peut plus, changement de masque, ça va pas, il n'y a rien qui va, donc rien ne fonctionne, et donc ce patient, on va lui proposer de participer à ce qu'on appelle une rééducation du sommeil. Alors cette rééducation du sommeil, on a développé ça dans le service il y a 2-3 ans. L'idée part du concept, puisqu'on est pneumologue de la réadaptation respiratoire. Le plus facile est de trouver des bonnes volontés autour de soi. C'est pas très compliqué. Dans un établissement de rééducation, il y a toujours des APA, des psychologues, des diètes, des gens concernés qui connaissent un petit peu des choses à faire pour les gens qui ont des troubles du sommeil. Le plus dur, c'est de convaincre, donc financièrement bien entendu, un directeur d'établissement qui de base n'en a pas grand-chose à faire et qui accepte finalement qu'on puisse mettre en place ceci dans le cadre d'un hôpital de jour, d'un SSR polyvalent. Afin de rendre quand même service, a priori, à certains patients. Alors tout commence par un bilan éducatif partagé. Je tiens à préciser que si les techniciennes de sommeil, les 3 jeunes filles à gauche, sont diplômées comme techniciennes de sommeil et pour l'éducation thérapeutique, personne n'est formé spécifiquement à la TCCI, qui nous apparaît aussi comme étant un petit peu quelque chose de compliqué. Depuis, les choses ont évolué. On ne fait plus 12 demi-journées, on en fait 8. On a intégré un psychiatre spécialiste du sommeil et spécialiste de l'insomnie dans l'équipe. Et les techniciennes se forment au TCC de l'insomnie. Alors ce programme, il doit être complet, il doit être interactif, il doit être ludique. Il a pour but finalement de mettre en place différents éléments qui vont permettre au patient de modifier son hygiène de sommeil, que ce soit par des modifications diététiques que le patient ne connaît pas, des régimes insomnie ou des choses comme ça. C'est toujours complet, répété, car pour apprendre, il faut comprendre et il faut répéter les choses. Donc, si dans la réadaptation respiratoire, l'éducation thérapeutique, c'est le deuxième pilier, dans nos programmes de rééducation sommeil, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est la pratique. Et donc, on a inversé un petit peu la situation, pratiquer différentes choses,
qui sont plus ou moins scientifiquement prouvées comme étant efficaces dans les troubles du sommeil. En tout cas, la luminothérapie a sa place. Donc on a proposé des lampes et des lunettes à nos patients. On va les aider en fonction de leur chronobiologie, on leur fixer des ordonnances comportementales, des sorties, des levées de lit avec des séances de luminothérapie. Là, on l'a fait n'importe comment, mais c'est juste pour la photo. Et grâce à la merveilleuse luminosité que nous avons dans le nord de la France sur la côte d'Opale, on va plutôt faire de l'activité physique sous le soleil le matin pour améliorer ces troubles du sommeil. On fait intervenir une fondation, la fondation CAPER. C'est l'occasion pour moi et pour la première fois de remercier la société France Oxygène qui nous a toujours accompagnés et qui est derrière cette fondation et qui nous met à disposition profs d'activité physique et matériel pour pouvoir travailler sur le secteur. Et on va pratiquer des siestes, expliquer, parler de musique, parler de bruit blanc, parler d'hypnose, parler d'objets connectés également et de leurs limites ou de leur utilisation potentielle, faire de la sophrologie, de la méditation, enfin toutes ces techniques que le patient va pouvoir éventuellement s'approprier pour modifier certains comportements, apprendre, comprendre, pratiquer, utiliser pour changer, tel est l'objectif. Alors nous avons voulu regarder un petit peu ce que donnait cette pratique, qui était un petit peu, a priori, novatrice dans le coin. On a regardé nos 32 premiers patients Comisa, une prédominance féminine, 69%. Les patients étaient traités pour leurs apnées, essentiellement par des PPC, parfois orthèse, ou alors un traitement médical, contrôle du poids, activité physique ou thérapie romiofonctionnelle, par exemple. Nous les avons évalués le jour de l'inclusion et à la fin du programme de rééducation. Je remercie d'ailleurs le docteur Rida qui s'endort au 3e rang, car sans lui, je n'aurais pas eu les statistiques. Et ce qu'on va observer à travers ces stages, que ces patients vont avoir finalement un index EASI, un index d'insomnie qui va régresser de façon significative, de la même façon que la somnolence et la fatigue vont régresser, et que même les échelles de dépression et d'anxiété vont s'améliorer très rapidement parce que les patients sont accompagnés, encadrés, parce qu'ils comprennent et parce qu'ils pratiquent. Alors cela a fait l'objet d'une présentation en poster. La conclusion était qu'en complément de la prise en charge du SAS, une réhabilitation du sommeil par l'éducation thérapeutique et la participation active à des ateliers va accompagner les patients Comisa, améliorant significativement les symptômes d'insomnie, d'anxiodépression, de fatigue et de somnolence. Non, je sais, on aurait pu aussi regarder la compliance vis-à-vis des PPC, on ne l'a pas fait, on n'a pas le temps, mais a priori, sur ce que l'on observe, ça améliore quand même la compliance de nos patients, au moins à court et à moyen terme. Assemblée de pneumologues, je vais donc terminer par 2-3 mots sur la BPCO. Vous savez que vos patients BPCO ne dorment pas bien. Ils ont une qualité de sommeil qui est médiocre. Cette qualité de sommeil médiocre va dégrader leur qualité de vie. Ils ont des plaintes de latence d'endormissement longue, de difficulté à maintenir de sommeil, de réveil fréquent. Ils surconsomment des hypnotiques. Ils sont fatigués, sont somnolents. Donc vous l'avez reconnu, ce sont des signes d'insomnie. Et d'ailleurs, si on prend la définition du DSM-4, dans les populations BPCO, il y a plus d'insomnie. Il y a également beaucoup plus de dépression. Méta-analyse de 2011, 25% des patients BPCO ont une dépression. On l'a dit tout à l'heure, pour le syndrome des jambes sans repos, c'est également une population. Il n'y a pas que les femmes. Les BPCO ont plus souvent des syndromes des jambes sans repos qui vont altérer, fragmenter le sommeil, favoriser également de l'insomnie. On a des données objectives, ils dorment moins bien, temps de sommeil plus long, efficacité efficacité de sommeil altérée, plus de micro-éveil. Est-ce que ce sont de nos médicaments qui les gênent? Non. A priori, les études nous disent qu'au contraire, c'est pas plus mal de mieux respirer, de ne pas siffler, de ne pas trop cracher ou tousser la nuit. L'oxygène n'a rien à faire là-dedans. Ça n'améliore pas du tout la qualité de leur sommeil. Et donc, je dirais que pour le pneumologue, ce tableau de Comisa, qu'il soit sur un BPCO avec ou sans apnée du sommeil, parce que là, vous savez tous que la BPCO, on va rechercher des apnées, appeler ça l'overlap syndrome, c'est quand même une source de réflexion. Est-ce qu'on les interroge bien? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'on ne sous-estime pas un petit peu la part de leur insomnie? Est-ce que pour ceux qui pratiquent la réadaptation respiratoire, on prend un temps suffisant pour essayer d'améliorer leur sommeil? Je n'en suis pas sûr. J'aimerais terminer juste avec un témoignage d'un patient. Bon, trop vite. Qui s'appelle Dominique. Je vous mets que la dernière vidéo.
en espérant qu'il y ait du son. Alors, je m'appelle Dorit. Pas terrible. Je suis retraité et en termes d'activité actuelle, je suis toujours adjoint au maire d'une ville de... Non. Je réessaye. Ça va aller mieux. 21 000 habitants. C'est beau. Alors, je m'appelle Dominique Deguine, j'ai 71 ans, je suis retraité et en termes d'activité actuelle, je suis toujours adjoint au maire d'une ville de 21 000 habitants. C'est beau. Alors, au niveau respiratoire, je suis concerné notamment par le tabac. Donc en 2007, j'ai arrêté de fumer, mais comme ça, juste, je ne peux pas expliquer comment. Un matin, je me suis levé, j'ai dit, bon, t'arrêtes de fumer, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et en 2008, un an après, j'étais faire une radio de contrôle et un scanner. Et lors du scanner, le médecin m'a dit, vous avez de l'emphysème. Et il m'a dit ça d'un air pas sympa, d'un air de dire, il m'a dit c'est le tabac. Et il a vraiment eu l'air de m'accuser. Le traitement, alors il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai eu la chance de tomber, on m'a informé qu'il y avait des possibilités de soins de suite. Respi, ça fout franchement, puis ça m'a redonné envie de me battre un petit peu contre ce truc-là. Je sais que c'est une sacrée saloperie. Alors, je sais que c'est les bronches qui sont bouchées, c'est obstrué, hein, c'est obstruction par des d'aglaire et tout ça, tout ce qu'on devrait évacuer et qui n'évacue pas, qui reste là-dedans et qui, voilà. En gros, j'en sais pas plus. C'est rétrécissement des bronches aussi, ça empêche l'air de passer. Pour expliquer à quelqu'un en bonne santé comment on le fait respirer qu'une paille. Ça donne à peu près l'idée de ce qu'on ressent avec ça. Alors c'est un problème physique permanent. Et vraiment, je suis un handicapé, vraiment. Vraiment, au point que quand j'ai des grandes distances à parcourir, c'est le fauteuil roulant. Voilà. Tiens. Alors je m'en suis pas rendu compte du tout, parce que bon, de toute façon quand tu as une maladie respi, tu as autre chose à penser que est-ce que tu dors bien, est-ce que tu dors pas bien, ça va jamais bien en fait. Donc tu sais pas si c'est le sommeil, c'est autre chose. Et ici j'ai eu la chance de tomber sur un pneumologue qui a pensé que j'avais peut-être un problème de sommeil et qui m'a fait faire une nuit habillé en Robocop là, et puis avec des capteurs partout, tout le machin. Et là, il a été diagnostiqué des problèmes d'apnée du sommeil à raison de, je ne sais plus, 40 à l'heure, je crois, un truc comme ça. J'ai vu arriver chez moi une VNI. C'est un petit appareil qui doit m'aider à respirer la nuit et surtout m'aider à ne pas faire d'apnée. Et jumelé pour moi, jumelé avec de l'oxygène. Donc c'est une machine qui envoie 1 litre d'oxygène en permanence. Et franchement, depuis que j'ai ça, donc je ne savais pas que je dormais pas bien. Je ne savais pas. Et là, je me lève et ça me colle en forme, même mentalement, jusqu'à 15-16 heures. J'oublie pas que j'ai un problème de respi, mais je suis beaucoup mieux, j'arrive à faire des choses mieux. Tout de suite, en me levant le matin, je suis beaucoup mieux dans la forme physique. Il y a moyen que ça aille mieux quand même. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup
de médecins actuellement formés à ce genre de choses. Le sommeil, et ici j'ai eu la chance d'apprendre un petit peu ce que valait la qualité du sommeil dans la santé. Et franchement, il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Qu'on en parle beaucoup plus. Et ici, j'ai beaucoup appris, Alors, ce que j'ai appris, c'est notamment qu'on peut combattre tout ça rien qu'en dormant avec un appareil. C'est ça. Ça aide. Ça fait partie de toutes les aides qu'on a besoin quand on est handicapé. Et ça vaut une canne, ça vaut un fauteuil roulant, et ça vaut... Je vous remercie. Merci Christophe pour cette belle mise au point donc, sur le Clomisa, donc, qui mérite d'être mieux diagnostiqué, mieux connu et mieux traité. Donc la parole est à la salle pour des questions, s'il vous plaît. La SAD. Merci Christophe pour cet exposé. Avant que ton exposé, je n'étais pas très au courant du terme Clomisa. J'ai regardé chez moi et j'ai compris que c'est l'association de deux pathologies du sommeil. Alors j'ai deux questions à te poser. Donc la rééducation ou réhabilitation, je ne sais pas maintenant, on dit rééducation du sommeil. La pratique, tu prends les personnes en hospitalisation du jour ou bien en hospitalisation Hospitalisation de jour, 3 intervenants, facturation, cotation, la direction est contente. Bon, deuxième question. La population, tu as souvent des personnes âgées, des gens qui ont... Tu n'as pas de personnes jeunes ou des femmes jeunes? Alors si, alors là, problème, parce qu'en fait, on a soit des chômeurs, soit des retraités, soit des gens postés qui ont du temps et qui peuvent venir en journée, puisque c'est la journée. Là, dans l'équipe, on a intégré un psychiatre et là, on va développer des TCC de l'insomnie dites plus classiques sur des horaires en soirée. Il n'y aura pas la pratique des choses, il y aura ce qu'un psychiatre fait en TCC de l'insomnie. Ça avait été proposé avant sur une journée flash intensive d'éducation et puis des suivis avec les techniciennes, les psychologues. Ça avait été refusé par les tutelles, enfin par l'administration, parce que pas de cotation de psychologue, il faut 3 intervenants, sinon je ne gagne pas ma vie, donc la direction a refusé. Donc effectivement, les plus jeunes, c'était embêtant, et là, ça va se résoudre très prochainement. La durée de la rééducation, combien de semaines? On a, là, sur le petit travail qu'on avait fait, c'était 12 demi-journées pour essayer de répondre à une forte demande. On est passé à 8. Là, en 2-3 ans, on a dû passer 250 patients. Mais voilà. Merci. De rien. Peut-être que vous pourriez dire un mot de la prise en charge respective de l'insomnie et du sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, quand l'insomnie, vous l'avez très bien développée, ouais. Est-ce que la prise en charge du sens a des caractéristiques particulières et est-ce qu'il y a un ordre préférentiel pour faire TCC, pré-SAS ou PPC, etc. En fait, nous, on a quand même un accompagnement lorsque les gens sont diagnostiqués, le diagnostic est fait, l'annonce est faite le matin, ils restent avec nous la matinée, on les éduque, on les accompagne, mais même ça, c'est pas suffisant. Donc faire ça vite fait, envoyer le prestataire, mettre une machine, ne pas revoir le patient, c'est une catastrophe à mon avis. Donc l'idée initiale, c'est d'accompagner ces patients SAS, même s'ils n'étaient pas insomniaques. En fait, on a quand même une population de Clomisa, donc d'apnéiques insomniaques. Et donc c'est pour ça qu'on a développé cela. Ils nous ont sous la main. C'est-à-dire que la moindre question, on est là. La moindre modification, on est là. Et à mon avis, ça change quand même radicalement le risque d'échec, au moins à court et à moyen terme. Merci Christophe. Une dernière question? Bon, merci beaucoup.